Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018. C'est le bon moment de définir vos objectifs et de mettre en place des actions concrètes pour réaliser les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Pour y arriver, quoi de mieux que de s'inspirer des personnes qui ont réussi à accomplir de grandes choses dans leur vie? Pour être certain de recevoir tous les épisodes du Manal Show et être informé des nouveautés à venir, et pour cette année, je peux vous assurer que j'en prévois beaucoup, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Désormais, c'est là que tout se passe. Dans cet entretien exclusif, je vous emmène avec moi en Californie, précisément à Los Angeles, où j'ai rencontré pour vous l'une des coachs les plus renommées au Canada, Alexandra Villaruel-Abrego. Du haut de ses 28 ans, elle inspire des centaines de milliers de personnes dans le monde entier et entame une tournée internationale pour présenter son livre, l'occasion de revenir sur son parcours et son ascension, un chemin qui n'a pas toujours été facile. Coach de vie, auteure et conférencière, Alexandra Villaruel-Abrego va me dire comment elle a réussi à réaliser ses plus grands projets et à devenir une meilleure version d'elle-même. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Elle fait partie de ces femmes inspirantes qu'on a envie de rencontrer. À 19 ans, elle écrit son premier livre et obtient son certificat de coach professionnel, les premiers pas vers la création de son entreprise, l'Académie AVA, avec un objectif ambitieux, celui d'aider les gens à construire la vie de leurs rêves. Très vite, cette jeune Canadienne arrive à avoir une renommée mondiale en donnant des conférences en 3 langues, français, anglais et espagnol. En quelques années, elle touche des centaines de milliers de personnes à travers le monde, mais son succès, elle le doit surtout à sa persévérance, sa détermination et à son travail acharné. Aujourd'hui coach, conférencière et auteure, elle va à la rencontre de son public pour parler de son histoire et présenter son livre Beyond Beauty. Elle entame une tournée internationale, Full Feminine Power Now, qui va passer par New York, Miami, Londres, Berlin, Toronto. Et la première étape se passe ici, à Los Angeles, où elle a accepté de répondre à mes questions. Alexandra Villaruel-Abrego, bonjour. Bonjour, Manal, comment vas-tu? Ça va bien, merci et vous? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir d'être ici. Puis vraiment, l'introduction, juste pour vous dire, était absolument magnifique. Merci, c'est le Alexandra. genre d'introduction que je vais devoir envoyer maintenant. Vous allez me l'envoyer, je vais devoir l'envoyer aux gens pour que les gens Avec m'introduisent plaisir. comme ça, parce que c'est la meilleure introduction que jusqu'à maintenant j'ai Merci entendue. beaucoup Alexandra, avec Merci. plaisir, je vous l'enverrai. Merci. Alors Alexandra, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Je fais ce que je fais parce que je crois que nous avons tous une mission qui nous est assignée. Peu importe qui on est, où on est dans le monde, je crois que quand on arrive dans ce monde, eh bien, il y a une mission spécifique qui nous est assignée et j'ai eu la chance, même si j'aime pas utiliser le mot chance, mais j'ai eu la chance de découvrir quelle était cette mission à l'âge de 19 ans. Puis depuis, eh bien, l'univers m'aide à vivre cette mission, à réaliser cette mission. Alors, mon pourquoi, c'est pas en rapport à moi, c'est plutôt en rapport au monde et à une contribution pour ce monde. Comment vous aidez concrètement les gens au quotidien?
Dans le fond, qu'est-ce que j'ai bâti au cours des 7 dernières années, c'est une entreprise de coaching international en ligne. Dans mon entreprise de coaching, Avea Coaching, eh bien, nous offrons une panoplie de produits, de programmes, surtout pour les femmes, visés à la femme moderne d'aujourd'hui et à quelles sont ses ambitions, ses désirs, ses rêves. Donc, dans les programmes en ligne que nous offrons, eh bien, nous avons des programmes qui vont aider les femmes à avoir plus confiance en elles-mêmes. Il y en a d'autres qui vont aider les femmes à atteindre la liberté financière, d'autres qui vont aider quand ça vient aux relations. Bref, tous les thèmes qui touchent la femme d'aujourd'hui. À part ça, évidemment, je suis aussi auteure, je suis aussi conférencière internationale. Puis, c'est ça. Ça, c'est en gros ce que je fais. Mais j'imagine que c'est pas un métier auquel on pense quand on est enfant. Vous, votre rêve, c'était quoi quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, j'ai eu plusieurs petits rêves, mais je pense qu'un des rêves qui avait duré le plus longtemps, c'était que je voulais être chanteuse. Ah, d'accord. Mais quand je vais toujours me souvenir que dans l'entourage dans lequel j'avais grandi, ce genre de rêve-là, c'était pas possible. Même si quand j'étais enfant, si j'aurais dit que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, même si dans ce temps-là, ça n'existait pas, ça aurait été aussi impossible, n'est-ce pas? Les mondes auraient dit ça. Puis je vais toujours me souvenir qu'un jour, je regardais la télévision, puis j'étais avec ma mère, puis avec mes grands-parents, puis il y avait une chanteuse à la télé, je me souviens plus c'était qui, puis j'avais dit, moi, je vais faire ça. Puis ma mère, elle avait dit, oui, mais ma belle, ça, c'est les gens qui sont vraiment chanceux dans la vie, qui font ça. Comme en disant, nous, le monde normal, on peut pas arriver à ça. Puis c'est pas de sa faute, c'est juste la façon qu'elle aussi, elle avait été élevée. Donc, j'avais renoncé à ce rêve-là quand j'étais jeune, parce que je m'étais dit, c'est impossible, j'ai pas les connexions, j'ai pas les gens qui vont pouvoir m'aider quand ça vient à ça. Puis là, par la suite, il y a eu plusieurs autres petits rêves, et après ça, je suis juste tombée, si je peux dire, en 2009 sur le coaching de vie. Puis comment ça s'est passé, justement? Ça a été quoi, le déclic? À l'âge de 17 ans, j'avais terminé l'école secondaire, que je pense qu'en France, un peu partout, c'est le lycée. Le lycée, tout à fait, oui. Puis, quand j'avais terminé l'école, eh bien, évidemment, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Exactement, vraiment. Puis, le pire, c'est que quand j'étais à l'école secondaire, j'étais une adolescente très, très, très rebelle. Et j'étais très rebelle à l'école. Donc, ça a fait que je n'avais pas vraiment des bonnes notes quand j'avais terminé le lycée. Alors, quand est venu le moment de faire des applications pour aller au cégep, au Québec, on appelle ça le cégep, qui est comme le pas avant l'université. D'accord. Il n'y avait pas de cégep qui m'acceptait. Donc, même les pires cégeps au Québec, j'avais reçu des lettres de non-acceptation. Vous n'étiez pas vraiment faite pour l'école, finalement. Oui, et c'est une chance qu'ils ne m'ont pas acceptée, parce que qui sait qu'est-ce qui serait arrivé par la suite. Donc, rendu à l'âge de 18 ans, étant donné que je sentais que ma vie tournait constamment en rond, puis je ne savais pas ce que je voulais faire, à ce moment-là, je me suis dit, je sentais que je voulais avancer d'une façon ou d'une autre. Donc, avec une amie, on est parti habiter en appartement parce que je sentais que ça allait être comme le début de ma vie adulte, finalement. On était partis en appartement, on a vécu pendant 1 an là. Dans ce temps-là, j'avais dû me trouver un travail à temps plein pour travailler là, puis pouvoir payer les factures, etc. Puis c'est 1 an après avoir emménagé dans cet appartement-là que j'ai eu le premier grand déclic. Ce soir-là, j'avais fait un rêve. Puis dans mon rêve, j'étais toute seule dans une petite ruelle. Il faisait froid, c'était la nuit. Puis je me souviens, c'était peut-être l'automne dans mon rêve, parce qu'il y avait des feuilles d'arbres par terre. Puis quand je regardais en arrière de moi, il y avait un homme qui me suivait. Puis il marchait derrière moi. Puis à chaque fois que je me retournais, il était de plus en plus près de moi. Et à un certain moment donné dans mon rêve, je me suis arrêtée, je me suis retournée. Il était juste devant moi. Et je me souviens, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux? » Et là, il m'a dit « Viens avec moi. » Là, je me souviens que dans mon rêve, je lui ai dit « Mais je peux pas, je dois rester. » Et à ce moment-là, il m'a dit « Mais pourquoi veux-tu rester? Es-tu heureuse où tu es? » Puis là, c'est la question qu'il vous a posée dans votre rêve. Oui, il m'a posé littéralement cette question-là. Puis là, je me souviens que j'étais encore dans mon rêve, je me suis posé la question, je me suis dit « Est-ce que je suis heureuse où je suis? Est-ce que je suis heureuse où je suis? » Et là, je me suis réveillée. J'ai regardé autour de moi, dans ma belle chambre, avec tous les meubles que j'avais achetés sur des cartes de crédit, parce que j'avais pas d'argent. Donc, j'étais rendue à 19 ans avec plus de 19 000 $ de dette. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Dans le salon, j'entendais encore des gens qui faisaient la fête. Il était 4 heures du matin, rendu à ce point-là. À côté de moi, j'avais un jeune homme qui était mon premier grand amour, et moi, je l'aimais follement, mais je savais très bien que lui, il m'aimait pas vraiment, puis qu'il jouait à beaucoup de jeux. Puis là, je me suis demandé est-ce que j'étais heureuse où je suis. Puis la réponse était non. Puis les semaines ont passé, et là, un autre déclic que j'ai eu, c'était un matin que j'allais au travail, le même travail que ça faisait déjà 1 an où que j'allais. Je devais me réveiller à 4 heures du matin, tous les matins, prendre le premier autobus, puisque je devais en prendre 3, à 5h23. Puis j'allais arriver au travail aux alentours de 7 heures du matin. Puis là, ce matin-là,
un matin, tout comme les autres, rien de différent. J'étais assise dans l'autobus, puis je regardais autour de moi. Je regardais le visage des gens qui étaient là. Puis là, ça faisait déjà 1 an que je les voyais. Je savais à quelle heure ils allaient rentrer dans l'autobus, à quel stop ils allaient sortir. Des gens qu'on rencontre tous les jours, en fait, sur notre chemin. C'est ça, mais on s'était jamais parlé. On n'avait jamais vraiment passé du temps à se connaître ou rien. On était trop fatigués le matin. Puis je me souviens que j'avais juste remarqué ce matin-là pour la première fois à quel point ils avaient l'air fatigués. À quel point ils avaient l'air vraiment, vraiment épuisés. Comme un peu... tu regardais dans leurs yeux puis tu voyais que leurs yeux ne brillaient pas. C'est comme si, ils vivaient cette même vie où que tu dois aller au travail du lundi au vendredi, 9 à 5, et c'est comme ça. Puis t'as la 2 semaines routine de vacances. que la majorité des gens connaissent aujourd'hui, de toute façon. Exactement. Puis je me souviens que ce matin-là, j'ai commencé à me sentir mal pour eux. J'étais comme, waouh, comme ça doit être tellement triste d'être eux et tout ça. Puis là, je me suis dit, mais attends une minute, moi aussi, Moi aussi, ça fait 1 an que je prends ce même autobus-là. Puis moi aussi, ma vie, c'est attendre désespérément pour le vendredi, puis détester les lundis, puis attendre que tu aies tes 2 semaines de vacances par année. Puis là, j'ai commencé à me dire, peut-être que c'est ça la vie. Peut-être que je viens d'entrer officiellement à l'âge adulte et que là, je viens de voir cette grande épiphanie et réalisation que, ça va être comme ça, ma vie. Puis que la vie, quand t'es enfant, peut-être c'est un peu une désillusion, finalement. Ah oui, on s'imagine toujours une vie extraordinaire quand on est ado. Et c'est vrai que quand on rentre dans la vie adulte, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Puis, tu sais, quand t'es enfant aussi, tu rêves que tout est possible, puis que tu peux tout atteindre. Puis là, un jour arrive, puis c'est ce jour-là, pour moi, que c'était comme... Oh, alors c'est ça la vie, comme ça va être ça. C'était vraiment un vrai déclic. Oui. Mais à partir de ce moment-là, du coup, puisque vous avez eu ce déclic, cette prise de conscience, je dirais, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour changer votre vie? Ce matin-là, après avoir eu ce déclic, j'ai eu comme plein de petits déclics qui ont passé après ça, puis je me suis dit, non, c'est impossible. Quand j'ai pensé juste à ma vie, à tout depuis mon enfance, à tout ce qui m'a amené à être où j'étais, puis je me suis dit, c'est impossible que ma vie, ça soit juste ça. Comme il doit y avoir quelque chose de plus. Et ce matin-là, je suis sortie de cet autobus-là. Donc, concrètement, je suis littéralement sortie de l'autobus. Je suis retournée chez moi. Ah, donc vous n'êtes pas allé jusqu'au travail, vous avez stoppé. Je suis retournée chez moi, puis j'ai appelé le travail en disant que j'étais malade. Le lendemain, j'ai appelé pour dire que j'étais malade aussi, puis je me sentais littéralement malade. J'étais physiquement fatiguée, épuisée. Et le 3e jour, j'étais allée au docteur, parce que là, ils avaient besoin d'une note du docteur, puis le docteur m'avait dit que j'étais en dépression. Donc là, ils m'ont donné 9 mois en dehors du travail, ce qui a été une des meilleures choses qui a pu se produire, parce qu'à ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment assise, puis je me suis posé la question... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Comme il faut que je trouve quelque chose. J'avais 19 ans, puis je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'était d'écrire un livre. Parce que je savais que s'il y avait une chose que je pouvais bien faire, c'était écrire. L'écriture, ça a toujours été, même quand j'avais les pires notes à l'école, le seul cours où j'avais des bonnes notes, c'était les cours de français ou anglais pour quand ça venait à l'écriture, parce que je pouvais écrire et écrire sans arrêt. Puis ça, c'est la première chose. J'écris le livre. Après ça, j'ai entendu parler de coaching de vie. J'ai su ce que c'était. Ça m'a intéressée. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire dans son livre quand on a 19 ans? Parce que c'est la première chose que vous aviez envie de faire quand vous avez eu votre déclic. C'était quoi le sujet du livre? Mon livre, la première version, parce que là, c'est plus la même version rendue à ce point-ci, mais la première version, quand j'avais 19 ans, c'était une forme de guérison. Donc, j'étais, moi, en train de transmettre les conseils que moi, à ce moment-là, j'étais en train d'appliquer dans ma propre vie pour me sortir de la dépression, pour me sortir d'une relation toxique, pour me sortir de presque 20 000 $ de dette. Donc, j'étais moi-même en train de comme reconstruire et recréer ma vie et me guérir à fur et à mesure que j'écrivais le livre. C'était vraiment, vraiment ça. Donc, c'était comme un outil de guérison. Puis j'ai entendu beaucoup de personnes toujours dire ça, que très souvent, quand ils écrivent des livres de développement personnel, qu'est-ce qu'on écrit, c'est ce dont on a besoin, en réalité, à l'intérieur de nous. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui vous ont aidé ou inspiré dans votre parcours? C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée. Il y a Oprah Winfrey, donc quand on entend son histoire. Bien sûr, surtout en ce moment, on entend beaucoup parler d'elle avec son magnifique discours. Absolument. Donc, il y avait elle. À part ça, je pense que c'est dans ces moments-là, je pense que d'autres personne que j'admirais beaucoup, c'était Tony Robbins. Donc, j'étudiais beaucoup le parcours de Tony Robbins, étant donné que c'est le coach de vie qui a comme créé l'industrie du coaching de vie. Il y avait aussi Les Brown. Je me souviens de Les Brown, à chaque fois que j'étais pas motivée, parce qu'après 9 mois, j'étais quand même retournée à ce travail-là, parce que je devais survivre. Ah oui, puis là, il y avait tous mes collègues qui se moquaient de moi, parce que je leur disais que j'étais en train d'écrire un livre, puis que j'allais être une coach de vie. Puis on vous prend pas au sérieux, en fait, à 19 ans, c'est ça. C'est sûr. Puis aussi, c'était juste, même, je pense, peu importe l'âge,
n'importe qui dans cet environnement-là, quand une personne parlait de leur rêve, ben tout le monde était comme, tu rêves, là, c'est impossible, c'est ça la réalité. Quand je vais toujours me souvenir, il y avait un de mes collègues qui m'avait dit ça, puis il était très gentil en plus. C'était un monsieur très gentil, c'était un papa de famille que lui, toute sa vie, il a travaillé un 9 à 5, etc. C'est juste sa vie comme ça. Puis à un moment donné, il m'avait parlé sérieusement en me disant, Alexandra, comme tu es vraiment en train de trop rêver, c'est bien, OK, t'écris un livre, mais tu sais que ça va pas fonctionner, tout ça, comme tu sais que c'est ça la réalité. Parce qu'en fait, il a été formaté comme ça. Lui pensait vous donner un bon conseil, mais c'est vrai que la majorité des gens, oui, sont formatés avec une idée en tête et on peut pas en fait sortir des sentiers battus. On n'y croit pas forcément beaucoup. C'est vrai que vous avez commencé jeune, on l'a dit. Qu'est-ce que ça implique comme type de sacrifice, mis à part le fait que les gens vous soutiennent pas forcément dans votre projet, qu'est-ce que vous avez mis de côté et quel sacrifice vous avez fait pour en arriver jusque-là aujourd'hui? Très bonne question. Je pense que ça implique, peu importe l'âge qu'on a, n'importe quel, quand on choisit de vivre notre mission, ça implique beaucoup, beaucoup de sacrifices. Je pense que, surtout à cet âge-là aussi, c'était, c'est pas sortir avec des amis, mais ça, c'est des mini-sacrifices, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, je vais toujours me souvenir que quand j'écrivais mon livre, les fins de semaine, toute la semaine, mais aussi les fins de semaine, je restais réveillée jusqu'à 4 heures du matin dans ma chambre à coucher. Puis j'habitais encore avec mon ami, donc les fins de semaine, eux, ils sortaient. Alors, je les entendais revenir à la maison à 3 heures du matin, 4 heures du matin, puis ils les avaient bu, là, tu entendais rire, ils parlaient de la soirée, puis là, moi, j'étais dans la chambre, puis j'écoutais, puis je me disais, comme j'ai manqué une vraiment belle soirée, là, comme est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision, est-ce que je suis juste en train de manquer des beaux moments de ma jeunesse. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi... c'était pas vraiment un sacrifice parce que c'était mettre fin à une relation toxique qui, je savais, pouvait pas marcher pour la vie. C'est vrai que ça, j'en parle beaucoup des relations, de se créer un environnement qui soit positif. Et de se séparer vraiment du superflu. Ça peut être aussi dans les relations, effectivement. Donc ça, vous avez dû faire face à ça dès le départ, dès le début, en fait. Ouais. Mais les relations, amitiés, etc., ça, c'était difficile, mais je pense que c'était surtout relations amoureuses que c'était le plus difficile. Puis ça avait duré je me souviens que la dernière fois que j'avais vu cette personne-là, c'était le lancement de mon livre, la première version, là, évidemment, qui était en 2010. Puis je lui avais dit ce soir-là, que j'avais dit précisément, je sais où je m'en vais, puis ça va être ma vie, comme j'avais décrit qu'est-ce que je vis présentement en disant, et j'avais dit, ce soir, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que nos chemins prennent on prend des différents chemins. Puis ça, c'était difficile dans ce moment-là. C'est très important, en fait, de s'entourer de personnes qui sont positives et qui vont vous tirer vers le haut. Exactement. Qui vont vous aider dans votre projet. C'est compliqué quand c'est des personnes qui font partie de la famille ou qui sont, des amis ou un conjoint. Mais je crois que c'est vraiment très important quand même de faire le pas. Est-ce que vous pensez que ça vous a quand même aidé à avancer? Oui, absolument. Complètement. Oui. Comme ils disent, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de ton temps, eh bien, tu deviens comme eux. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était nécessaire et il fallait que je prenne cette décision-là. Et c'est en étudiant justement le développement personnel, en comprenant l'influence que les relations ont sur nous, que j'ai dû prendre cette décision-là. On en prend encore plus conscience. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, autour de vous, il y a justement une personne qui vous inspire, qui vous motive, qui est importante dans votre développement? Il y a beaucoup de personnes. Je peux pas dire une personne. C'est trop difficile. J'ai beaucoup de collègues dans l'industrie, on va dire, francophone, que j'apprécie beaucoup. Sinon, on va dire après-demain, ici à Los Angeles, je vais voir mon agent littéraire, qui est une personne qui a eu une énorme influence sur ma vie, sur la tournée qu'on est présentement en train de faire. Qui a cru en vous? Il a plus que cru en moi. Il a fait que je crois en moi. Ah oui. Puis c'est définitivement, je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est en tournée, puis que le livre a été publié aussi. De toute façon, on n'y arrive jamais seul. Ah oui, jamais. Il y a toujours des personnes qui nous aident à un moment donné. Il y a des périodes clés comme ça dans notre vie. Absolument. Et je sais que vous êtes une workaholic. Je m'explique. C'est que vous travaillez beaucoup. Vous ne comptez pas vraiment vos heures de travail. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des clés de la réussite? Ça dépend. Ça dépend de quelle réussite qu'on parle, n'est-ce pas? Donc, tout dépend de qu'est-ce que ta vision de la réussite est. Moi, je veux utiliser cette vie pour créer quelque chose d'extraordinaire, pour créer quelque chose qui n'a jamais été créé. Donc, je crois que c'est nécessaire. C'est comme les athlètes. Tu sais, si tu peux être un athlète, mais si tu veux être le meilleur joueur de basketball de l'histoire et tu veux devenir une légende... Si tu veux être Michael Jordan... Exact. Tu vas pas t'entraîner de la même façon que l'autre joueur de basketball s'entraîne. Tu sais, il y a des différents niveaux. Et la façon dont moi, je vis ma vie et comment que je peux parfois être extrême dans le travail que je fais, je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est qu'est-ce que je veux. Puis présentement, c'est qu'est-ce que je veux. Je ne sais pas si dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être pareil. Oui, c'est pas figé. Exactement. Mais présentement,
vraiment, c'est qu'est-ce qui me plaît. Mais aussi, je peux être workaholic, mais en même temps, je profite beaucoup de la vie. Donc, j'ai une vie très, très, très sociable. Je trouve l'équilibre. Qu'il y a quelques années, j'avais pas encore trouvé. Il y avait quelques années que mes amis m'appelaient pour faire quelque chose, puis j'étais comme, non, je peux pas, je suis en train de travailler, puis je refusais tout le temps, jusqu'à ce que je me dise, en ce moment, je me dis, j'ai pas le temps, mais si les choses continuent à aller bien, je vais jamais avoir le temps. Qu'est-ce qui me fait croire que, parce qu'en ce moment, je me dis, oh non, pour le moment, non, un jour, je vais avoir le temps. Non, si ça continue à aller bien, ça va être pire, puis je vais encore moins avoir le temps, tu sais. Donc, je me dis, il faut que je trouve le temps, il faut que je le fasse pour moi-même. Mais vous êtes d'accord, Alexandra, que pour avoir cet équilibre, il faut être extrêmement bien organisé? Ah oui, absolument. Tout à fait. Est-ce que vous avez des petits rituels que vous faites tous les jours et qui vous aident justement à avancer? J'ai des rituels du matin. J'ai aussi des rituels du soir. Je pense qu'une des choses, quand ça vient à l'organisation et la planification, moi, je recommande toujours aux gens de planifier leur journée. Bien, premièrement, ils devraient planifier leur semaine, leur mois, leur année. Ah oui, ça, vous êtes une pro de la planification, oui, ça. J'adore ça. Mais je pense aussi que le soir d'avant, il faudrait toujours planifier sa journée. Donc, pas commencer la journée sans l'avoir planifiée. Mais pourquoi c'est si important, en fait, de planifier sa journée? Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dormir le soir, puis d'essayer de dormir le soir, puis avoir tout plein de choses qui passent par la tête? Oui, combien de fois? Ça m'arrive, oui. C'est quoi que je vais faire demain? Ça, je vais faire ça. Je vais appeler l'autre personne. L'email, on a tout ça qui roule dans la tête. Mais si, avant d'aller dormir ou avant de commencer notre rituel de nuit, on prend le temps de s'asseoir puis faire la liste de toutes les choses qu'on doit faire, puis vraiment le planifier, on n'a plus de questions à se poser parce qu'on sait que tout est déjà planifié puis on sait exactement ce qu'on doit faire le matin dès qu'on se réveille. Donc, on diminue le stress, on l'évacue même. Hein. Plus de stress, plus de... Est-ce qu'il y a d'autres rituels comme ça que vous pouvez partager avec nous? C'est quoi la journée type d'Alexandra Villaruela-Brego? La journée type d'Alexandra, ça dépend si on est en tournage ou non. Si je suis, on va dire, seulement à la maison, en train de travailler, en train de faire, comme on dit en anglais, du paperwork, tu sais, email, etc., je me réveille le matin. Là, si on parle de mes petits rituels du matin, par exemple, la première chose que je dis le matin, c'est merci en voix haute. Avoir de la gratitude, être reconnaissant. Exactement. Après, je lis toujours un extrait de A Course in Miracles, qui est un livre, puis il y a la partie de Course in Miracles que tu as 365 jours, donc à tous les jours, tu as comme un genre d'exercice à faire. Ah, sympa, alors, c'est génial. Ouais, c'est vraiment intéressant. Après ça, je me réveille, je me fais un jus vert à tous les matins. Après, je saute sur une trampoline aussi. J'ai une petite trampoline qui est en dessous de mon lit, puis ça te permet de te réveiller. Ça réveille toutes les molécules de ton corps. C'est marrant. Ouais, ça commence bien la journée pour ça. Ça commence, je dirais, un peu bizarre si on le voit comme ça, mais... Mais en fait, ça stimule, en fait, c'est ça? Oui, parce que tu te réveilles automatiquement. Si tu commences à sauter sur une trampoline, ça réveille tous les... Ah, c'est marrant, ça donne envie d'essayer, en tout cas. Ah oui, c'est très, très, très efficace. Après ça, je fais aussi un peu d'exercice. J'en fais pas beaucoup, je fais vraiment de chez moi. Mais c'est important de maintenir ça. Ouais. Le sport, c'est important pour l'esprit, pour le corps. Ouais. C'est quelque chose que vous faites régulièrement. Oui, puis pendant que je fais mes exercices, je regarde mon vision board qui est juste devant. Donc ça me permet à tous les matins vraiment visualiser. Alors pour les francophones, le vision board, donc c'est un tableau de visualisation où vous notez toutes les choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie et à force de le regarder tous les jours, de vous en imprégner, normalement ça arrive. Exact. C'est l'idée, c'est l'objectif. Oh non, moi je crois sincèrement que ça arrive parce que j'ai eu beaucoup trop de moments dans ma vie où que les choses se sont passées puis que c'était juste incroyable de voir que j'avais mis sur mon tableau de vision puis qu'après ça s'est réalisé. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que vous faites ça tous les jours, régulièrement? Visualiser oui. Vous avez vu notre entretien aujourd'hui? Oui, j'ai tout visualisé ça. Non, tous les jours, j'aime visualiser qu'est-ce qu'il y a sur mon vision board, évidemment, toutes les choses que je veux atteindre. Là, comme j'ai dit, étant donné que je suis en tournée, il va falloir que je me refasse une routine. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Ouais. J'ai pas ma trampoline avec moi, je ne l'ai pas emmenée dans ma valise. C'est un peu compliqué à transporter, effectivement. Et justement, on va parler un petit peu de votre tournée, parce que je le disais dans l'introduction, dans votre pitch. Donc, vous êtes aujourd'hui, d'ailleurs, ça commence dans 2 jours. Vous êtes en tournée internationale, ça va durer pendant plusieurs mois. Ouais. Pour aller à la rencontre de votre public, présenter votre livre, Beyond Beauty. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept, l'objectif de cette tournée? Comment ça vous est arrivé, en fait? Parce que le livre, vous l'avez écrit il y a quelques moments, il y a quelques années déjà. La première version du livre a été écrite quand j'avais 19 ans, qui est sortie à ce moment-là. Mais la nouvelle version du livre est sortie en début de cette année, en mars. Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Confidence and Full Feminine Power. Je parle beaucoup de ça, de notre histoire en tant que femme. En anglais, on
le mot history, H-I-S, c'est his story, donc son histoire à lui. Mais là, c'est her story, c'est ça que je veux partager, donc l'histoire de la femme. Puis aussi, où est-ce qu'on s'en va notre futur et quelle est la solution justement pour avoir l'égalité, parce que mon but c'est pas juste de pouvoir féminin seulement et que tu sais les hommes, non, c'est aussi surtout l'homme et la femme, c'est entrer dans une société qui sera plus de partenariat et non de patriarcat ou de matriarcat, que ce soit vraiment un partenariat entre les deux. Puis je pense qu'on est peu à peu en train de s'en aller là et c'est pour ça qu'on voit tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec, tu sais, le Me Too movement, tu sais, Women's March movement. Tout à fait, c'est aussi le discours d'Oprah Winfrey qu'on a écouté il y a quelques jours, en fait. Hein, c'est aussi ce qu'elle dit, c'est trouver cet équilibre. C'est aussi, je crois, une personne, oui, vous l'avez dit, hein, qui vous inspire. Ah oui, absolument. C'est aussi le message que vous véhiculez à travers votre chaîne YouTube, Alexandra TV. C'est là aussi où je vous ai découverte. C'est quoi l'objectif de cette chaîne? C'est d'inspirer, de motiver et d'éduquer les femmes à travers le monde, les hommes aussi, on a quand même une audience d'hommes, à créer la vie de leurs rêves en faisant quelque chose qu'ils aiment, qui leur passionne et qui va leur donner la liberté qu'ils désirent. Moi, je dis toujours que il y a deux désirs ultimes de l'être humain. Le désir de l'énergie féminine qu'on a tous à l'intérieur de nous, hommes ou femmes, c'est l'amour. Puis le désir de l'énergie masculine à l'intérieur de nous tous, c'est la liberté. Présentement, tout le monde est comme à la poursuite de la liberté. Tu sais, on veut tous démarrer des entreprises, voyager à travers le monde, on veut tous faire ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à la poursuite de l'amour. Et justement, c'est de trouver cet équilibre-là entre les deux. Puis c'est pour ça qu'il y a une grande... c'est très vaste sur ma chaîne YouTube. Il y a toutes sortes de thèmes que je vais traiter. Partager énormément de conseils, de tips, mais surtout une vraie dose d'inspiration. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller faire un petit tour sur Alexandra TV. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que vous proposez ces vidéos en 3 langues, français, anglais et espagnol, parce que vous êtes complètement trilingue. Bravo pour ça déjà, parce que nous en français on est moyen quand même au niveau des langues, hein, je tiens à le préciser. Alors est-ce qu'on parle de la même manière à un public francophone, anglophone et hispanique? Non, on ne parle pas de la même manière. Puis ça m'a pris quand même un peu de temps à commencer à le voir. Côté hispanique surtout, c'est beaucoup plus enjoué, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus comme comme mon ami, comme tu sais, c'est beaucoup plus comme ça. Puis je peux le voir juste en regardant des émissions à la télévision en espagnol, par exemple, que ma mère elle regarde quand je vais chez elle, elle a toujours la télé en. Pour la petite histoire, en fait, vous êtes d'origine bolivienne, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Je suis née au Canada, mais mes parents sont de Bolivie, donc c'est pour ça que je parle l'espagnol. Donc en espagnol c'est comme ça. En français, je pense que c'est un peu plus froid. C'est un peu moins chaleureux, mais ça dépend encore une fois parce qu'il y a le Québec. Au Québec, c'est très le côté latin. Les gens qui sont québécois francophones sont beaucoup plus chaleureux aussi. Donc, tu sais, mais en France, je sais que c'est un peu plus, c'est différent. Donc, ça dépend aussi des pays, non seulement des langues. J'essaye dans mes vidéos, si on regarde des vidéos en espagnol, je vais peut-être être un peu plus comme « Allô », tu sais, un peu plus comme ça, mais sinon les autres... Moi, j'ai l'impression que vous chantez quand je vous vois en espagnol. Vous voyez, j'aime bien regarder les vidéos juste pour ça, en fait. Je ne comprends rien, mais du coup, je vais quand même écouter en anglais et en français pour avoir vraiment le message en entier. Ben oui. Mais c'est vrai que vous vous adressez à un public assez divers. On se rend compte que finalement, le self-development, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, on voit énormément de coachs émerger aussi sur le net. Comment vous expliquez ça? Pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus au développement personnel? Je pense que c'est par nécessité. C'est parce que où est-ce qu'on est dans le monde présentement, les gens ont besoin de ça. Parce que les gens ont besoin de sentir qu'il y a de l'espoir, que les choses peuvent changer. Les gens, tout à coup, sont beaucoup plus éveillés ou, devrais-je dire, réceptifs à ça. Donc, il y a tous ces genres d'explications-là. Aussi, on peut rentrer dans le côté économique. Les travails, ben, ça marche plus, c'est plus comme avant. C'est plus comme que tu vas à l'université puis tu trouves un emploi, puis là, après ça, tu travailles là jusqu'à ta retraite et la fin de tes jours. Non, on entre dans une nouvelle ère, en fait, hein, où les mentalités changent. On a l'impression que tout est possible, finalement. Absolument. C'est bien ça. Hein? Oui, puis tout est possible, je crois ça sincèrement. Alors, ce que vous dites sur votre chaîne, sur votre site Internet, sur vos réseaux sociaux, ce que vous répétez sans cesse, c'est que vous souhaitez aider les gens à créer la vie de leurs rêves. Mais c'est quoi exactement vivre la vie de ses rêves? Bien, ça dépend de tout le monde. C'est pour ça la vie de leurs rêves. Parce que la vie dont moi je rêve,
c'est pas la vie dont vous rêvez, la vie dont une autre personne va rêver. On a tous des différentes versions de qu'est-ce que la vie de nos rêves pourrait être. Donc, moi, mon but, c'est de donner et d'offrir des outils concrets sur Alexandra TV aux gens pour qu'ils puissent construire et personnaliser la vie dont eux, ils rêvent, n'est-ce pas? Et vous, Alexandra, est-ce que vous êtes en train de vivre la vie de vos rêves? Oui, je suis définitivement en train de vivre la vie de mes rêves, mais c'est la vie de mes rêves d'il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai des plus grands rêves, plus que jamais. Donc, en ce moment, c'est comme je suis très contente de savoir que les rêves d'avant sont réalisés, parce que là, je sais que les rêves que j'ai aujourd'hui, eh bien, vont se réaliser aussi. Là. Donc, c'est... Est-ce que je peux vous demander quels sont vos prochains objectifs? Quel est le plus grand rêve que vous aimeriez réaliser qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à maintenant? En ce moment, mon plus grand focus, c'est la tournée Full Feminine Power Now. Oui. C'est une tournée qui est complètement gratuite pour les gens. Ils peuvent participer à la tournée gratuitement. Puis la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça, c'est parce que je sens que c'est un message qui va être très, très, très important, surtout dans les temps dans lesquels on est. Donc, mon but, c'est d'aller... Là, on a toutes les dates jusqu'au mois de juin. Par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne vais pas dire plus, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se J'ai vu quand même sur le programme qu'il n'y a pas encore Paris. Ouais. Donc, ben, c'est ça, moi, je vous attends à Paris. On est en train de le faire seulement en anglais présentement, mais en espagnol puis en français. À chaque fois que je mets une photo, quelque chose, une publication totalement dans sur vos cordes. Tout le monde me demande, c'est quand en français, c'est quand à Paris, c'est quand en Espagne, c'est quand au Mexique. Tout le monde est toujours en train de demander ça. Donc, c'est sûr que on va travailler sur ça dans les mois qui viennent. On va rien dire pour le moment, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus que juste les... En tout cas, vous semblez vraiment très épanouie aujourd'hui. Vous êtes aussi une femme très ambitieuse. C'est en tout cas ce que vous dégagez. Et c'est vrai que très tôt dans vos vidéos, alors que vous étiez jeune, quand vous avez débuté, moi, je sentais une certaine confiance que vous dégagez, une certaine confiance en vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé? Beaucoup de mes débuts, c'était « fake it till you make it ». Oui. La caméra, elle est on, puis là, il va falloir que tu fasses semblant. T'sais, quand j'avais 21 ans, 20 ans, puis j'allais dans des meetings avec des producteurs, des choses comme ça, et je savais que c'était, on va dire, des personnes qui étaient dans la quarantaine, dans la cinquantaine, et comme on dit, des requins, n'est-ce pas? Donc, qui, tu sais, comme, la jeune fille qui s'en vient, qui est ambitieuse, on va essayer comme de la faire travailler super beaucoup pour presque rien. Tu sais, j'étais toujours très... j'avais cette poker face, tu sais, je vais faire semblant que je sais de quoi que je parle, je vais faire semblant que j'ai toute la confiance au monde, mais à l'intérieur de moi, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est vrai que c'est une bonne... moi, je l'entends souvent, ça, c'est si vous voulez vraiment avoir confiance en vous, faites semblant jour après jour, et puis à un moment donné, ça arrivera, en fait. Exact. Et c'est pas pour mentir ou pour être hypocrite, c'est simplement s'imprégner de cette énergie. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, finalement, la confiance, on la gagne. Mais c'est comme dans tout. Donc, si on veut avoir une certaine réalité, on fait semblant au début, puis après on l'a. C'est toute une question tout simplement d'énergie. Puis je pense que c'est Albert Einstein qui a dit ça, qui a dit c'est pas une question, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la psychologie, c'est de la physique. Il est comme si tu veux une réalité, tu n'as qu'à faire semblant d'être dans cette réalité-là, en anglais, match your frequency. Donc, faire que ta fréquence vibratoire, ça ressemble à cette fréquence-là. Puis il n'y a pas d'autre option que de l'avoir. Tu vas l'avoir parce que c'est de la physique. C'est le pratiquer, en fait, tous les jours. Chaque jour, essayer limite de se mettre devant un miroir. Ça peut paraître un petit peu fou, hein, mais de se dire comme ça des phrases positives, des choses qui nous motivent, qui nous donnent de l'énergie, en fait. Absolument. Et puis, à un moment donné, on l'acquiert. C'est un peu ça. Ah oui. Alors, les gens autour de vous vont vous prendre un peu pour une tarée ou un taré, mais faites le test et vous allez voir au bout de quelques jours. En tout cas, ça peut aider. Mais j'imagine, effectivement, vous l'avez dit, hein, vous étiez face à des gens qui n'étaient pas de la même génération, souvent des hommes. J'imagine qu'il y a des moments qui ont été difficiles. Est-ce que vous avez rencontré des échecs? Et si oui, comment vous les avez surmontés, ces échecs? Très bonne question. Puis en plus, je vais faire une vidéo très bientôt. On va sûrement la tourner soit ici ou à Vancouver sur les fois que j'ai échoué. Parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment parlé des échecs. Mais il y a eu toutes sortes d'échecs à travers ma vie. Un qui peut me venir comme ça vite en tête, c'était en 2009. J'étais allée à Toronto. J'étais allée avec ma mère, parce que ma mère voyage toujours avec moi. Puis c'était pour The Marilyn Dennis Show. Marilyn Dennis Show, c'est un talk show en anglais au Canada. C'est le plus gros talk show au Canada. Puis ils étaient en train de rechercher des experts parce que le talk show était en train de commencer en 2009. Alors moi, j'avais dit à ma mère, j'étais comme, il faut qu'on aille, on va aller. Puis c'est sûr qu'elle va me prendre comme une des expertes. Tu sais, je venais de commencer.
Puis j'étais arrivée, on avait attendu depuis 5 heures du matin dans une longue ligne parce qu'il y a plein de gens, tu sais, qui allaient pour cette audition-là, dans le fond. On avait attendu des heures et des heures dans le froid, on était congelés. Finalement, j'arrive pour faire mon audition, puis là, je suis devant la caméra, là, on parle, me demande des questions, puis là, après, il me demande, alors, parce que je disais, j'allais parler de la confiance en soi puis de l'amour-propre. Puis là, il est comme, alors, donc, comment qu'on fait pour s'aimer soi-même? Et j'étais pas capable de répondre à la question. J'ai complètement, comment dire en anglais, j'avais juste comme pas pensé, comme à avoir déjà des étapes précises à donner, comme quelque chose de concret dans ce moment-là. Est-ce que c'est le stress peut-être aussi qui a pris le dessus? Le stress, je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. En tout cas, ça, c'était très... Mais c'est important parce qu'en fait, pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on voit l'échec comme quelque chose de mauvais, de négatif. Alors qu'en réalité, ça peut être quelque chose de bien. Vous l'avez dit, par exemple, à l'école, vous n'étiez pas forcément faite pour l'école comme on la connaît en tant que telle. Aujourd'hui, vous avez quand même plutôt bien réussi et vous êtes en train de réaliser votre rêve. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose de positif. Et c'est vrai que moi, j'essaye à chaque fois de donner des conseils aux gens parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment sur Facebook, et on me demande des thématiques comme ça sur la confiance en soi et sur comment faire face à l'échec. L'échec n'est pas quelque chose de négatif en soi. Non, au contraire. La recette pour vous, c'est de passer tout de suite à autre chose. De faire le focus sur un autre objectif. Oui, je pense que oui. Ça, c'est très bien dit. J'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est définitivement ça. Mais c'est aussi de comprendre, puis ça, avec les années, évidemment, que là, j'ai plus compris, que l'échec, comme vous avez dit, ce n'est jamais un échec. C'est plutôt une redirection, si je peux dire. C'est une façon à l'univers de nous dire non, comme c'est pas le bon chemin, ça, c'est quelque chose de mieux. Puis maintenant, quand je regarde à tous les échecs que j'ai eus au cours de ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, j'imagine, oui. Je me rends compte que ça n'a jamais été un échec. Puis je me dis, une chance que ça n'a pas fonctionné. Même avec The Marilyn Denis Show, qui est une émission superbe, si j'aurais commencé avec elle, j'aurais sûrement pas commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je serais sûrement pas connue internationalement. Je serais pas ici en tournée. Je serais peut-être à Toronto en train d'aller une fois par semaine parler d'amour-propre dans son émission qui est peut-être même pas autant regardée que la chaîne YouTube que j'ai. Donc, quand je regarde maintenant, avec les années, très souvent, on le comprend pas dans le moment, mais avec le temps, on finit par comprendre que c'était Ça me fait penser à une très belle citation de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. » Ouais, j'adore cette citation, elle est superbe, absolument. Alors, on est en train de parler des échecs. J'aimerais quand même savoir ce qui vous vient comme ça aujourd'hui, quelle est la plus grosse épreuve que vous avez vécue jusqu'à présent? En 2012, j'avais une situation où j'avais failli aller en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait, pour un crime que je n'avais pas commis, qui était possession de faux billets. Parce que c'est une longue histoire, donc on va pas prendre le temps de la raconter, mais c'était que je passais les douanes des États-Unis au Canada, puis que dans mon portefeuille, j'avais des faux billets que j'avais achetés en Bolivie quand j'étais en vacances. Et c'était des faux billets que dessus, c'était écrit « No para uso legal »,« Not for legal use », pas pour utiliser légalement. Puis c'était des billets de bonne chance. Donc, tu achètes ça dans des petits kiosques proches de l'église, puis tu mets ça... Puis moi, dans ce temps-là, évidemment, j'ai la loi de l'attraction, etc. Je mets ça dans mon portefeuille. Mais paraît-il qu'on ne peut vraiment pas faire ça, surtout si ça ressemble à ça. Le moment que le milieu du billet est ressemblant à un billet, eh bien, c'est considéré comme de la fausse monnaie. Donc, on vous a arrêté pour ça? Oui, on m'a arrêté pour ça. La situation a duré presque un an. Oui. J'ai dû prendre un avocat criminel pour défense criminelle. Je suis allée plein de fois en cours. On allait aller devant un jury de 13 personnes. Donc ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Comme tu sais, je dis toujours, je pense que les deux plus grandes peurs humaines, c'est de perdre notre santé, mais aussi perdre notre liberté. C'était juste comme un cauchemar, un genre de mauvais rêve. Tu sais, c'est le genre de choses que ça arrive seulement dans les films. Mais ça arrivait, mais ça m'a montré à quel point j'étais forte. Parce que je vais toujours me souvenir que le lendemain que j'ai reçu la lettre qui était officielle que j'étais accusée, puis c'était jusqu'à 14 ans en prison, j'avais une conférence dans une école secondaire et je suis allée à la conférence. Je suis allée donner la conférence devant des jeunes et j'avais de l'anxiété horrible après cette journée-là. J'avais peur de sortir de chez moi. Je marchais dans la rue, je croyais qu'on allait me tuer. Ça, c'est quand l'anxiété arrive vraiment à un point où que c'est, comme on dit en anglais, OCD. Mais ça m'a montré que malgré tout ça, malgré ce qui se passait dans ma vie personnelle, comme on dit en anglais, I would still show up.
Donc, je me présentais quand même. Je faisais ce que je devais faire. Puis, je pense que c'était un genre de test de l'univers. Il y avait aussi beaucoup de magnifiques leçons que j'ai appris à travers ça. Ça m'a permis d'apprendre à être dans le moment présent. Parce que quand ton futur est tellement incertain, puis tu sais pas si tu vas aller en prison pendant 14 ans, ben c'est sûr que tu n'as pas d'autre genre que de vivre dans le moment présent. C'est ça, c'est qu'en fait, vous arrivez à en tirer des belles leçons de vie. Oui, exactement. Exactement. Donc, ça aussi, c'est définitivement, quand ça vient aux échecs, c'est toujours de penser quelle est la leçon derrière ça. Donc, au lieu de se concentrer sur le problème, peu importe comment grand qu'il est, juste de penser quelle est la leçon que je suis censée apprendre. Parce que n'importe quoi qui vient dans notre vie, il y a toujours une leçon. Il n'y a rien qui arrive dans notre vie pour nous faire du mal ou pour comme nous détruire. Non, tout est toujours une leçon, même les choses les plus difficiles et les plus horribles. Et justement, en parlant de leçons, avec le recul aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment? Non. Tout pareil. Tout pareil parce que si je referais certaines choses différemment, j'aurais peur de ne pas être où je suis aujourd'hui. Tu sais, parce qu'à le moment que tu changes quelque chose, tout peut changer après ça. Puis j'aurais juste trop peur que ça crée une autre réalité. Puis en ce moment, je suis bien trop heureuse où je suis dans ma vie, dans tous les sens, que je voudrais pas. Non, je changerais rien du tout. Alexandra, je l'ai dit, vous travaillez beaucoup. Mais qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos temps libres, si vous en avez? Oui, comme j'ai dit, j'aime manger. Moi aussi. J'aime manger et boire du vin. C'est ça que j'aime faire dans mes temps libres. À part ça, je fais du yoga tous les mardis soirs. Pas maintenant que je vais en tourner, parce que c'est Kundalini Yoga, très précis. C'est le genre de yoga que j'aime. À part ça... je regarde parfois des mèmes sur Instagram, des memes qui me font vraiment rire. J'en ai surtout sur les animaux, tu sais, des vidéos belles de petits chiens, ça, j'adore ça. J'en envoie à toutes mes amies. Ça, c'est le genre de vidéo, on tombe dessus, ça fait effet boucle. Oui, là, ça arrête plus, exact. Il y a ça. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup la lecture. Puis j'aime aussi aller dans des expositions, des choses comme ça. Comme ça fait pas trop longtemps, j'étais allée à l'exposition des Antiques du Vieux-Montréal, qui est la plus grosse au Canada. Puis j'étais comme au paradis total. Donc vous aimez prendre du temps pour vous quand même et faire des choses qui vous font plaisir. S'il y a une façon que je pourrais décrire ma vie personnelle pour que les gens aient comme une idée, je dirais aux gens, allez passer une soirée au Vieux-Montréal. Allez passer une soirée au Vieux-Montréal, une soirée d'été au Vieux-Montréal. Et vous allez comprendre le sentiment de ma vie, comme vous allez sentir l'énergie de qu'est-ce que ma vie est. Au Vieux-Montréal? Oui. D'accord. Dans le Vieux-Montréal, c'est comment on dit en anglais, ce feel, le feeling que l'on ressent, ça, c'est qu'est-ce que ma vie personnelle pourrait être. Donc, c'est un feeling très... il faudrait y aller pour comprendre, en fait. C'est difficile à le comprendre, mais si j'aurais une image à mettre à ma vie, si je devrais décrire ma vie avec une ville, ça serait le Vieux-Montréal. Ouais. J'ai cru comprendre aussi que la famille, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est un moteur, ça vous aide justement à être bien, à trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso? Oui, absolument. Je pense que j'ai toujours... Si ça ne serait pas pour ma mère, j'aurais jamais accompli tout ce que j'ai accompli à l'âge que j'ai. J'ai sacrifié énormément durant ma jeunesse pour pouvoir donner à ma mère tout ce que, là, elle vient en tournée avec elle nous. Elle vous accompagne? Oui, parce que son rêve, quand j'étais petite, elle me disait toujours, je disais, maman, c'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion dans la vie? Puis elle me disait, moi, c'est juste voyager. Moi, j'aime juste voyager. J'ai jamais trouvé de passion de travail. Moi, c'est juste voyager. Puis quand j'étais petite, vu que je voulais être chanteuse, je disais, quand je vais aller en tournée, quand je vais être riche et célèbre, je vais t'emmener en tournée avec moi, tu vas voir. Mais c'est drôle parce qu'en fait, il y a un parallèle. Aujourd'hui, vous n'êtes pas chanteuse, c'est vrai, mais vous êtes en tournée et vous emmenez votre maman avec vous en voyage. Donc c'est fou, en fait, la force comme ça de la visualisation et de ce qu'on a envie, de ce qu'on peut apporter à soi quand on en a vraiment envie. Oui, absolument. C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un moteur important pour vous, la famille. Ouais. Alors, vous m'avez dit que vous planifiez tout, pratiquement tout. Ouais. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Est-ce que d'ailleurs, vous avez planifié les 10 prochaines années? Oui. Oui, absolument. Ben, pas planifier comme, OK, qu'est-ce que je vais faire jour par jour. 3 janvier 2027, là, mais à 9h du matin. Mais oui, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Je sais déjà qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines quelques années. Je ne vais pas dire exactement c'est quoi, mais je sais déjà que je sais déjà exactement ce que je dois faire. Par exemple, il y a un gros projet que je veux au cours des prochaines années. J'ai déjà trouvé l'endroit que je veux
acheter pour ce projet-là ou qu'on va construire quelque chose de vraiment incroyable. Ah oui, d'accord, donc c'est très concret. Ouais, puis je lis sur mon tableau, sur mon vision board, l'endroit en tant que tel que je sais qu'un jour je vais être propriétaire de cet endroit. Je sais d'ailleurs que dans votre tableau de visualisation, vous mettez aussi des photos, hein, vous collez des images. Ah oui, oui, c'est très visuel. Hein. Ah oui, beaucoup de photos, beaucoup d'images. Donc vous vous projetez déjà dans les prochaines années. Exact. Ça, vous pensez que c'est une des clés de la réussite aussi dans un projet? Oui, je pense que c'était à mes 20 ans, j'avais fait une liste, c'était une feuille où que j'avais écrit à toutes les années qu'est-ce que j'allais accomplir. Donc à 21 ans, qu'est-ce que j'allais accomplir, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Il y en a certains qui ne se sont pas passés dans le même ordre, mais tout s'est réalisé jusqu'à maintenant. Incroyable. Tout. Même ceux-là de 29 puis 30, c'est déjà fait. Donc, je pense que ça marche vraiment de se donner des objectifs comme ça à long terme, puis de toujours les garder en tête. C'est pas les faire puis les mettre dans un tiroir et les oublier. Les avoir devant nous pour se souvenir, OK, ça, c'est la vision, c'est ça que je veux. Puis faire que chacune des décisions qu'on prend, jour après jour, même les petites décisions, eh bien, soient axées avec ça. Tu sais, très souvent, les gens vont dire « Ah, je veux avoir cette vie-là dans 10 ans », mais toutes les décisions qu'ils prennent après ça pendant 10 ans sont complètement contraires à ça, puis vont les emmener comme évidemment et logiquement dans un autre chemin complètement différent. Donc, ils ne sont pas en alignement avec ce que leur vraie mission est ou qu'est-ce que leur vraie vision est, en tout cas, de qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Ça, c'est très important parce que surtout que, bon, là, on est dans un moment, c'est la nouvelle année, c'est le début de l'année. Alors, bon, moi, je suis pas trop pour les nouvelles résolutions. Je trouve que ça n'a pas de sens. En général, on les tient jamais. Ouais. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir de vrais objectifs, de les noter, comme vous les avez dit, et de mettre en place des petites choses, des petites actions qui vont nous mener jusqu'à cet objectif-là. Ouais. Ça, c'est vraiment d'avoir un goal, un target bien précis. Absolument. Ça, c'est hyper important. Justement, en parlant de target, est-ce que je peux vous demander quels sont, vos prochains objectifs? Je pense qu'en ce moment, je catégorise beaucoup mes objectifs dans les divisions que mon entreprise, elle a. Donc, mon entreprise, présentement, elle a 6 différentes divisions. Il y a la division des cours en ligne, il y a la division des planificateurs agenda, etc. Donc, cet été, par exemple, en août, on va lancer la version 2019 du créateur annuel. On va aussi lancer un planificateur hebdomadaire, un planificateur quotidien. Ça va être la première fois qu'on lance eux. Donc, tous les objectifs pour toute l'année 2018 sont déjà mis en place pour toutes les différentes divisions de l'entreprise. Mais je dirais qu'en ce moment, mes objectifs de cœur, les seuls que j'ai, c'est la tournée. Oui, quand on parle de target avec vous, ça prend tout son sens. Ouais. C'est ça. Alors nous, Alexandra, dans le Manal Show, ce que je veux, c'est donner des vrais conseils concrets aux personnes qui nous écoutent, des choses qu'ils peuvent mettre en place concrètement dans leur quotidien, dès demain, en écoutant l'émission. Alors pour vous, selon vous, quels seraient vos 3 meilleurs conseils pour réussir à créer une vie qui soit en adéquation avec ses valeurs? La première chose, ça serait comme on a parlé tout au long de l'entrevue, je crois vraiment de découvrir la mission, n'est-ce pas? Donc, de savoir quelle est notre mission, quel est notre pourquoi de notre vie. On a tous une mission qui nous est assignée à nous-mêmes, alors on doit découvrir ça. Par la suite, ça va être de créer justement la vision. Donc, c'est on connaît la mission, vision puis stratégie, n'est-ce pas? Mais après, ça va être de créer justement la vision, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est exactement, donc si on peut faire la vision côté image, côté son, qu'est-ce qu'on va entendre, comment on va se sentir à ce moment-là. Donc, créer cette vision-là. Puis par la suite, la stratégie, donc de dire, OK, là, je suis ici, point A, je vais me rendre à cette destination-là. Comment est-ce que je vais faire pour aller d'ici à là-bas? Quelles seraient les premières étapes? Et etc. Donc ça, je dirais les 3 premières étapes, définitivement. Trouver son pourquoi, sa mission. Ensuite, visualiser tous ses objectifs et ses projets. Ouais, avoir une vision. Et passer à l'action. Absolument. C'est ça. Merci pour ces 3 conseils. Alexandra, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Donc l'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible. Il n'y a pas de piège, c'est pour mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête? Absolument. Je suis très prête. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je dis merci. Quelle est la personne que vous admirez le plus? Oprah Winfrey. Quel est le dernier livre que vous avez lu? The Chalice and the Blade. Quelle est l'expression québécoise que vous utilisez le plus souvent? Tabarnak. Quelle est votre plus grande peur? J'en ai pas. En toute honnêteté. J'en ai vraiment pas rendu à ce point-ci. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Ma vie. Quel animal vous représente le mieux? Mon chien Coco Chanel, elle-même, sa personnalité, comment qu'elle est. Elle est juste exactement comme moi. Donc, un bichon maltais, un petit chien. Quelle application utilisez-vous le plus? Aucune. Oh, Uber. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Le spa. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Que tout est vraiment, vraiment possible. Tout est possible. Quel livre offririez-vous en premier?
Je offrirais le livre God is Wisdom à des femmes. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite? Oprah Winfrey. Quel est votre plus grand regret? Aucun. Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain? Répondre aux emails que mon assistante m'envoie en rapport aux emails que l'on reçoit. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Que je suis très, très optimiste. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Que je suis un peu trop parfois excessive puis obsessive. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie? On vient d'être dans l'avion, ça fait pas longtemps, mais les gens qui se lèvent puis qui attendent pas puis qui sortent leur valise. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? C'est d'écrire dans mon journal de gratitude. Merci Alexandra Villaruel-Abrego d'avoir répondu à mes questions, à mon invitation. Alors si on veut vous retrouver, qu'est-ce qu'on fait? Où peut-on vous retrouver? On peut aller sur mon site web alexandravillaruel.com, aussi sur YouTube, Alexandra TV, sur Facebook, Alexandra Villaruel, et sur Instagram, Alexandra Abrego, parce que Villaruel-Abrego, ça rentrait pas, donc j'ai juste pris le deuxième nom de famille. Évidemment, on mettra toutes les références aussi sur notre site lemanalshow.com. Super. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup et pareillement, à vous aussi. Merci Alexandra. J'espère que cet entretien avec Alexandra Villaruel-Abrego et tous ses conseils vont vous aider à entamer cette nouvelle année sur de bonnes bases pour créer une vie qui vous ressemble. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Et attention, cette année, il y a du changement. Rendez-vous dès maintenant sur lemanalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir tous les épisodes. C'est désormais ici que je vais partager avec vous les nouveautés et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!